Depuis le début des temps, l'être humain se pose 4 grandes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et comment c'est fait? Durant la prochaine demi-heure, nous allons répondre à l'une d'entre elles. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que les friandises, les roulements à billes, le bronze et la pisciculture n'auront plus de secret pour vous. Ceux qui ont la dent sucrée seront comblés et vont même un peu nous envier, car on a passé une journée entière dans un endroit où l'on fabrique des bonbons. Toutes sortes de bonbons, de la classique réglisse au fameux jujube en forme de serpent. C'était d'ailleurs très émouvant de constater qu'avant d'aboutir sur les tablettes du dépanneur du coin, ces friandises sucrées ont toute une histoire. Cette soi-disant réglisse ne contient aucune racine de réglisse. On n'y retrouve que du blé, du sucre et du sirop de maïs, ainsi que du colorant alimentaire rouge et de l'arôme naturel et artificiel de fraises. Une pâte épaisse se forme lentement. On la refroidit et la fait passer à travers des extrudeurs. Ceux-ci fonctionnent comme des douilles à glaçage. Ils façonnent la pâte en différents motifs, comme les torsades que nous voyons ici. Un couteau lubrifié à l'eau coupe les longs rubans en morceaux de 18 et 21 cm de long. La réglisse coupée s'accumule sur des plateaux en aluminium. Ces plateaux sont ensuite déposés dans un four, où elle séchera pendant 8 heures à 60 degrés Celsius. La réglisse y rapetisse, et c'est bon signe, l'excès d'humidité s'en évapore. Les ouvriers pèsent la quantité exacte de réglisse qui remplira chaque paquet. Un carton d'impression servira à déterminer la forme que prendront les jujubes en confection. On dépose ce carton sur l'estampeuse. Ici, on a choisi les verres en gélatine. La machine estampe la forme des verres sur des plateaux d'amidon de maïs. On a alors les moules nécessaires à la confection de nos appétissantes bibites. Pendant ce temps, une autre machine mélange la gélatine, le sucre, le sirop de maïs, la couleur et les saveurs, puis fait cuire le mélange à 115 degrés Celsius. Nos verres prennent vie lorsque le dépositeur verse le mélange à l'intérieur des moules d'amidon de maïs. Ces derniers prennent ensuite le chemin d'une chambre réfrigérée à 17 degrés Celsius. Les friandises y resteront de 12 à 15 heures, le temps de refroidir et de se solidifier. Cette machine renverse ensuite les plateaux pour en évacuer le contenu. Les moules en amidon se désagrègent. À mesure qu'ils tombent, la machine passe les morceaux au tamis. Puis, elle réutilise l'amidon afin de former de nouveaux plateaux pour le prochain lot. Les verres gélatineux se font ensuite remuer dans cet appareil où des jets d'air les débarrassent de l'excès d'amidon de maïs. Une huileuse enduit les verres d'huile minérale pour les rendre brillants. Les enfants adorent ces verres parce qu'ils sont gluants, glissants et grouillants.
Mais il semblerait que même les poissons ne puissent y résister. Et oui, croyez-le ou non, de nombreux pêcheurs les utilisent comme appât. Perfectionnistes jusqu'au bout des doigts, les ouvriers éliminent les friandises qui sont étirées ou collées ensemble. On se demande s'ils peuvent manger ces petits vers imparfaits, mais sûrement tout aussi délicieux. Si je vous dis que notre prochain reportage traite des roulements à billes, vous serez peut-être tenté de zapper. Non, mais les roulements à billes, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Eh bien, qu'il s'agisse de votre vélo, de votre lecteur CD ou du disque dur de votre ordinateur, le roulement à billes est essentiel à leur bon fonctionnement. Il mérite donc toute votre attention. Voici un roulement rigide à billes radiales. Dans ce genre de roulement, des billes en acier bougent à l'intérieur de rainures appelées chemins de roulement. Ceux-ci sont taillés dans des anneaux en acier résistant, le même genre d'acier avec lequel on fabrique les billes. Première étape, donner la bonne épaisseur aux anneaux. On insère l'anneau intérieur dans l'anneau extérieur. Ceux-ci descendent ensuite une goulotte qui les amène sur un tapis roulant jusque dans une meuleuse qui en modifie la largeur. À la sortie de cette machine, une jauge vérifie l'épaisseur de chaque anneau. Puis, les anneaux intérieurs et extérieurs sont séparés le temps qu'on en meule la circonférence. À la queue leu-leu, les anneaux s'engouffrent dans la meuleuse qui donnera à leur surface une rondeur et un diamètre précis. Un liquide à base d'eau empêche les anneaux de surchauffer, ce qui causerait un gauchissement. Les anneaux subissent également une inspection visuelle. Autour des chemins de roulement d'entrée dans la meuleuse. À l'aide de meules de pierre abrasive et d'une huile de refroidissement, leur surface acquérera la rondeur et les dimensions voulues. C'est maintenant l'heure du polissage. Constatez la différence entre l'avant et l'après. On passe maintenant au nettoyage. Les anneaux sont enduits d'une huile épaisse et de fin gravier, tandis qu'on nettoie les chemins de roulement avec du kérosène. Ailleurs dans l'usine, on classe les billes en acier selon leur taille. Avant, ces billes étaient des fils d'acier. Une machine les a coupées en morceaux et au rythme de 600 morceaux par minute, on a fait des billes grossières à l'emporte-pièce. La meuleuse en a enlevé toutes les bosses, puis d'autres machines les ont arrondies et polies. Tout ça en quelques jours. On les dépose dans un four afin qu'elles durcissent. Puis, on les nettoie dans un bon bain de solvant. Après plusieurs vérifications, les billes se retrouvent dans des distributeurs qui les chargent sur des machines d'assemblage. À travers ces tubes, les billes voyagent jusqu'à une autre machine. Celle-ci en distribue la quantité exacte à chaque chemin de roulement. Puis, un diviseur répartit ces billes autour des chemins de roulement. Vient ensuite une cage de métal qui retient les billes autour des chemins de roulement. On installe une moitié de cage à la fois. Tout d'abord, celle avec les trous de rivets, puis celle avec les rivets. La machine fait tourner les roulements, puis rivette les deux moitiés de la cage ensemble. Le roulement à billes est maintenant complètement assemblé. Il doit maintenant réussir une série de tests de contrôle de la qualité. On voit ici un vérificateur du bruit de vibration s'assurer que le roulement à billes fonctionnera silencieusement. Certains roulements sont lubrifiés avec de la graisse. Cette machine répartit également la graisse à l'intérieur des chemins de roulement
puis insère un joint d'étanchéité en caoutchouc. Un dernier test sur la balance. Si un roulement n'a pas le poids requis, il est rejeté sans autre forme de procès. Sur les roulements qui font le poids, on grave au laser des informations telles le numéro de pièce et la marque de commerce. Multiplier les poissons à l'infini, vous croyez que seul Jésus pouvait faire ça? Erreur. La pisciculture permet d'obtenir à peu près les mêmes résultats. Bon, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, mais vous allez voir que c'est assez technique. Mais pour les pêcheurs et non les pêcheurs, ça fait toute la différence. Parce que voyez-vous, si personne ne s'en mêlait, ils auraient tôt fait de vider nos lacs. Si on veut que ces truites arc-en-ciel aient toute l'énergie nécessaire pour s'accoupler, il faut bien les nourrir. Au menu aujourd'hui, des crevettes hachées. L'accouplement se fera à trois. Le mâle, la femelle et le pisciculteur. Mais il n'y a là rien de bien excitant. Il prend la femelle et appuie sur son ventre pour faire sortir les œufs. Un poisson d'1 livre en contient environ 1000. En 1 minute, ils seront tous sortis. Le pisciculteur empoigne ensuite le mâle et fait sortir le sperme. Là encore, tout sera fini au bout d'1 minute. Ce procédé de fécondation est assez rudimentaire. Pas de microscope, pas d'éprouvette. Les œufs et le sperme sont simplement mélangés à la main. Le pisciculteur rince ensuite les œufs à l'eau. Il répétera cette étape 7 ou 8 fois, jusqu'à ce que l'eau s'écoule clairement. Les œufs restés à la surface ne sont pas bons, alors il s'en débarrasse. Il transfère ensuite tous les autres dans des bouteilles qu'il remplit d'eau. Les œufs y sont incubés durant environ 1 mois. Au 25e jour, si l'œuf se développe bien, 2 petits points noirs apparaissent. Ce sont les yeux du poisson. Après la période d'incubation, le pisciculteur vide les bouteilles et étend les œufs sur une surface munie de lamelles. Ils resteront ainsi sous l'eau jusqu'à ce qu'ils éclosent, de 10 à 15 jours plus tard. Les bébés truites suivent alors les lamelles jusqu'au bassin placé en bas. Grâce à leur placenta, ceux-ci auront de quoi se nourrir pendant les 18 premiers jours. Ensuite, elles mangeront une nourriture spéciale, faite de farine de poisson. À 8 mois, elle mesure déjà 20 cm et elle commence à trouver les petites truites qui nagent autour d'elle plutôt appétissantes. Il faut donc les mettre dans des bassins séparés, selon leur taille. Les truites atteignent l'âge adulte à 1 an et demi. Elles iront alors enfin nager dans un lac artificiel.
Avant de quitter ce lac pour se retrouver sur le marché, elles devront s'acquitter d'une dernière tâche. Faire grossir encore cette prolifique famille, toujours avec l'aide du pisciculteur. Bon troisième sur les podiums, le bronze mérite pourtant que l'on parle de lui. Avez-vous déjà entendu parler de l'âge de l'or ou de l'âge de l'argent? L'âge du bronze, lui, s'étend de 2300 à 800 ans avant Jésus-Christ. On a alors découvert que cet alliage d'étain et de cuivre était parfait pour fabriquer des outils. Aujourd'hui, on en fait des médailles, mais aussi des sculptures. Vers l'an 3500 avant Jésus-Christ, l'homme a appris à couler le métal. On a appelé cette période « âge de bronze ». Une des plus anciennes sculptures de bronze est celle de la tête du roi Sargon, de Mésopotamie. Plusieurs civilisations ont honoré leurs rois et leurs dieux avec des statues de bronze. Mais le maître absolu fut sans doute le sculpteur français Auguste Rodin. Ses œuvres du 19e siècle semblaient plus vivantes que leurs modèles. Aujourd'hui, le bronze a toujours une place de choix en art moderne. Les sculpteurs créent une première version de leur œuvre dans le bois, le plâtre ou l'argile. Ils l'enrobent ensuite d'un lubrifiant, puis d'un caoutchouc synthétique ou, si vous préférez, du silicone. Celui-ci met 6 heures à durcir. On le retire ensuite comme on pèlerait un fruit. Chaque petit détail est bien incrusté dans le moule. Les artisans versent ensuite de la cire chaude à l'intérieur. En 15 minutes, la voilà déjà solidifiée. On obtient alors une réplique exacte de notre sculpture. Cet étrange appendice permettra bientôt au bronze de couler dans le moule. Mais on n'en est pas encore rendu là. Il faut tout d'abord faire trempette dans la céramique. Sans oublier le silice en poudre qui renforce l'enrobage. Dans l'autoclave, en seulement 10 minutes, sous la pression d'une vapeur très chaude, notre vieux moule de cire ne deviendra qu'un vieux souvenir. Il ne reste plus que le moule de céramique qui, lui, a profité de cette chaleur pour durcir encore plus. C'est toutefois dans ce four chauffé à 850 degrés Celsius qu'il cuira pour de bon. Après 2 heures, il est prêt à remplir son rôle, c'est-à-dire se faire remplir. À la fonderie, il règne une chaleur infernale, normale puisque le bronze fond à 1140 degrés Celsius. On le verse soigneusement dans le moule. Quelques minutes plus tard, il aura repris sa forme solide. La voici notre belle statue de bronze. Vous lui trouvez l'air un peu pâlot? Attendez que ce jet de sable la débarrasse de tous ces résidus de céramique. On scie le petit canal qui a permis de couler le bronze. Puis, on traque le moindre trou
la plus infime imperfection qu'on corrige grâce à la soudure. Des têtes abrasives assurent une finition impeccable. On chauffe la statue une dernière fois. Puis, on l'asperge d'une substance acide. Cet enrobage, qu'on appelle une patine, met en valeur les reflets chatoyants du bronze et toute la richesse de sa couleur. La touche finale, une couche de cire qui fera briller la statue de tous ses feux. Merci d'avoir partagé avec nous le plaisir de découvrir comment c'est fait. Gageons que vous ne regarderez plus tout à fait de la même façon les objets qui vous entourent. À la prochaine! Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.